Aujourd'hui à Lumière du Monde, comment sortir grandi d'un temps difficile. Nous recevons un homme qui passe beaucoup de temps en prison, M. Denis Bélan, en est l'aumônier. Il n'est pas toujours facile de sortir du milieu de la prostitution. L'organisme La Maison de Marthe nous montre qu'il est possible de le faire. Notre chroniqueuse Ariane Blais-Lacombe nous dit qu'il est parfois bon de vivre des moments difficiles. Pierre Jobin et le cardinal Lacroix sont nos journalistes d'un jour au Piolet. Cet organisme vient en aide aux jeunes de 16 à 35 ans. Bonne émission! La prison, pour ceux et celles qui ne sont jamais allés, semble un milieu difficile. L'image qu'on en a couramment, c'est celle qu'on a dans les téléséries Unité 9 ou Prison Break, mais ça, c'est de la fiction. Dans l'accompagnement offert à ceux et celles qui font un séjour en prison, saviez-vous qu'il y a la présence d'un aumônier? Et son implication auprès des personnes incarcérées est capitale. Aujourd'hui, nous recevons Denis Bélan. Il est aumônier à l'établissement de détention de Québec que nous connaissons sous le nom de Orsainville. Monsieur Bélan y est aumônier depuis 12 ans. Bonjour Denis. Bonjour Geneviève. Merci d'être venu avec nous ce matin pour nous ouvrir les portes du milieu carcéral, un milieu que je connais peu. Donc, tu vas nous faire entrer dans ton milieu de travail. Ça va me faire plaisir. Pourrais-tu nous raconter tout d'abord comment tu es arrivé à œuvrer dans ce milieu? OK, bien, moi, d'abord, j'ai été en paroisse pendant 22 ans. Puis, dans le fond, c'est les services diocésains ici qui m'ont interpellé. Ils s'étaient ouverts des postes à la détention de Québec. Fait qu'ils m'ont interpellé, puis ça m'intéressait. Fait que je l'ai discerné avec quelques amis. Fait que j'ai postulé, puis là, j'ai franchi les étapes, dépôt du CV, entrevue, puis j'ai été choisi. Choisi. Donc, un aumônier, peux-tu nous parler de qu'est-ce que ça mange en hiver, j'allais dire, tes tâches au quotidien, ces lieux de rencontre? OK. Peu de gens connaissent les termes aussi. On parle d'un aumônerie. Un aumônerie, c'est un champ de pastoral spécialisé en Église. Okay. Donc, on en a dans les détentions et on en a dans l'armée. C'est très connu, les aumôniers. Moi, est-ce que tu veux que je décrive mes tâches quotidiennes? Oui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça fait un aumônier en milieu carcéral? Ce que j'aimerais préciser d'abord, c'est que les aumôniers en détention, on est là pour tout le monde. On n'est pas là seulement pour les personnes incarcérées, on est là aussi pour les employés. Une détention, c'est un petit village où il y a une infirmerie, des infirmiers, il y a une école, il y a du monde qui font le ménage, il y a des secrétaires. C'est comme un village, puis il y a une chapelle avec des aumôniers. Mes tâches quotidiennes, moi d'abord, je vais dire, quand je commence chaque journée, je dois faire un exercice de dépouillement puis d'humilité. De dépouillement parce que je dois laisser dans mon vestiaire mon trousseau de clés, mon portefeuille, mon téléphone cellulaire. Je ne peux pas rentrer ça. Fait que les 3 objets qui nous servent le plus dans notre vie, je dois les laisser de côté. En plus, je franchis des portes toute la journée pour passer d'un secteur à un autre, mais c'est pas moi qui contrôle les portes. C'est quelqu'un à quelque part qui décide qu'il va m'ouvrir la porte puis que je vais pouvoir continuer. Donc, je dois être humble et patient. C'est pas moi qui décide. Ce qu'on fait le plus comme aumônier, c'est de l'accompagnement individuel surtout. Soit ce sont les personnes incarcérées qui nous font une demande par un mémo, un papier écrit, ou soit ils sont référés par un employé qui dit « Ah, tel gars, il n'a pas l'air affilé, tu peux-tu le rencontrer? » Dans le fond, nous autres, ce qu'on offre, c'est d'offrir aux personnes incarcérées la liberté de parole. C'est parce que nous, ils peuvent nous parler en toute liberté parce qu'on fait c'est confidentiel. OK. Oui. Fait que des fois, ça libère la parole, ça permet de confier des choses qu'ils ont vécues, soit des choses qu'ils ont subies, soit des choses qu'ils ont fait subir à d'autres, de pouvoir en parler. Ça ouvre les portes intérieures, ça ouvre les portes. Dans le fond, si je compare aux disciples d'Emmaüs, on est comme un peu Jésus qui dit de quoi que vous discutiez en chemin. Puis là, prendre le temps de l'écouter. Après ça, la prochaine étape, si le gars il veut continuer, mais c'est relire son histoire. Un peu aussi comme Jésus qui dit « Je vais vous expliquer à partir des prophètes, ce qui me concerne. » Bien, nous, c'est de relire leur histoire, d'essayer d'y donner du sens. À partir de leur spiritualité à eux autres. C'est sûr que moi, j'apporte la vision plus de l'Évangile, mais on tient beaucoup à travailler à partir de ce qu'eux sont. Ensuite de ça, je dirais que c'est célébrer.
Là, ça peut prendre plusieurs formes. On offre l'Eucharistie, mais ça peut être des fois, ils veulent juste qu'on les bénisse ou allumer un lampion parce que pour leur père décédé. Ça peut être différentes petites célébrations comme ça. C'est très, très large, mais c'est surtout donc vraiment la personne humaine à marcher avec la personne humaine dans sa situation. C'est ce qu'on fait le plus dans une semaine, c'est de l'accompagnement individuel. Donc, justement, c'est vraiment le cheminement qui est proposé aux personnes incarcérées. Pourrais-tu nous partager ce que les personnes qui font un séjour dans ton établissement t'apprennent à toi pour traverser, pour grandir, sortir d'un temps difficile, d'un temps d'épreuve? Bien, moi, je dirais pas plutôt apprendre, mais confirmer. Ils m'ont confirmé la célèbre maxime de Saint Ignace. Je dois agir comme si tout dépendait de moi. Je dois prier comme si tout dépendait de Dieu. C'est vraiment ça qui se passe, je pense, avec les gars. Bien, d'abord, la décision, il faut qu'ils prennent la décision qu'ils veulent changer, qu'ils veulent s'améliorer. Assez souvent, il y a comme un événement déclencheur. C'est soit un décès ou ils vont avoir un enfant. En tout cas, il arrive quelque chose qui disent bien là, à partir de maintenant, là, je veux devenir meilleur, je veux m'améliorer. Donc, il y a différentes options dans une détention quand les gars veulent. Il y a nous qui les accompagnent au point de vue spirituel, parce que le ministère considère que la spiritualité aide à la réinsertion sociale. Mais comme je disais, il y a d'autres choses. Il y a l'école, ils peuvent terminer leur secondaire. D'autres peuvent décider de travailler. Il y a des ateliers. Ça, c'est dans le but de prendre l'habitude de me lever le matin, d'aller travailler, de recommencer à mener une vie ordinaire, qu'on pourrait dire. Stable. Stable, c'est sûr. Il y a différents ateliers aussi qui sont offerts. Par exemple, compétences parentales, deuil et pardon. Ça, c'est des petits ateliers qui peuvent suivre ceux qui le décident. En gros, c'est à peu près ça qu'on offre. Et puis, tout en gardant bien évidemment la confidentialité, mais est-ce qu'il y a une expérience ou l'autre qui vous a, si vous pouvez nous le partager, qui vous a marqué davantage comme aumônier? Non, pas spécialement. C'est sûr qu'il y a des cas qui sont plus durs que d'autres pour nous à entendre. Mais je dirais, moi, ce qu'on a comme chance comme aumônier, c'est que moi, quand je quitte le soir, je peux confier ça à Dieu. C'est dire, bien maintenant, prends le relais. Moi, j'ai fait mon bout. Parce que sinon, ça serait trop lourd à porter tout ce qu'on entend. En tout cas, vous êtes vraiment, j'allais dire, c'est ça, votre métier, c'est votre vocation, j'allais dire, c'est celle d'un cœur ouvert qui accueille tout, finalement. Exact, oui. Puis autant avec les employés, des fois, là, bien ça se passe plus d'une manière informelle, mais on est là aussi pour écouter là, s'ils veulent partager. Par rapport à la confidentialité, je voudrais juste rajouter que, ça, les gars le savent, quand j'ai un nouveau, je leur explique. Ce qui n'est pas confidentiel, c'est si moi j'avais un fort doute que la personne pourrait se faire du mal. Ça, je suis obligé d'en parler. Je ne peux pas laisser une personne partir, puis je pense qu'elle... Être en danger, là. Être en danger, là. Mais le reste, ça va rester dans mon cœur jusqu'à la fin, là, comme on dit. Je voulais dire aussi qu'on s'occupe des diètes religieuses. Comment? Des diètes religieuses. Une diète religieuse? Oui, c'est-à-dire, mettons, les musulmans, ben ils ont certaines contraintes alimentaires, fait qu'ils peuvent demander une diète religieuse, fait que c'est l'aumônerie qui s'occupe de ça. Donc, de faire le suivi. On fait le suivi, puis on va recommander ou non la diète au service alimentaire. OK. Bon, c'est un mot que j'avais jamais entendu, dit comme ça. Et est-ce qu'il y a d'autres tâches là, qui sont demandées à un aumônier? Bien, par exemple, la direction nous invite à participer au comité de prévention suicide là, pour que les choses soient en place pour diminuer le plus possible le risque que ça arrive. Ou la campagne s'entraide de certaines tâches comme ça là, qui sont connexes au travail. C'est vraiment pour redonner la vie, hein? Exact. C'est toujours le but. Il faut, dans le fond, le but, c'est est-ce que la personne peut devenir meilleure? Ça, c'est bien important. Puis pour un aumônier, il ne faut pas éteindre la mèche qui fume. Il faut toujours croire en la possibilité que la personne peut changer, que la personne peut s'améliorer. Si jamais je ne crois plus en ça, il va falloir que je démissionne. Pour l'instant, j'y crois encore. Heureusement. Puis je pense que c'est une question que chacun peut se poser aussi. J'allais dire, vous êtes un héros de l'Évangile. Ah, mon Dieu! C'est vraiment touchant de voir voilà, comment vous êtes dans ce ministère d'écoute et d'accompagnement. Vraiment, un grand merci de nous ouvrir ces portes voilà, du milieu carcéral qu'on ne connaît pas parce qu'évidemment, c'est des portes fermées, comme vous nous le disiez bien. Donc, merci beaucoup. Merci à vous.
La Maison de Marthe est un organisme communautaire qui soutient les femmes ayant un vécu en lien avec la prostitution. L'équipe en place les accompagne dans le processus de sortie de la prostitution à travers de l'accompagnement, des interventions individuelles et en groupe. Un organisme de terrain unique à Québec que nous sommes heureux de vous présenter. La Maison de Marthe, bonjour. En fait, la Maison de Marthe, c'est un organisme communautaire autonome qui vient en aide et qui accompagne les femmes qui désirent sortir de la prostitution dans toutes les étapes de leur rétablissement et de reconstruction de soi. Alors, dans le fond, Madame Dufour, Rose Dufour, qui était fondatrice de la Maison de Marthe, est une anthropologue. Donc, elle faisait une recherche au niveau des personnes défavorisées de la ville de Québec. Ça s'appelait au départ « Conter, se raconter ». Et par la suite, elle a fait différentes démarches au niveau de l'itinérance ici à Québec, surtout auprès des orphelins de Duplessis. Et puis, après cette étude-là, en côtoyant les gens de l'itinérance, elle a côtoyé des femmes qui vivaient de la prostitution. Et ça l'a amené un jour à se dire qu'il y avait des besoins en les rencontrant, tout ça. Et elle a demandé la possibilité de les recevoir au sol de l'église Saint-Roch. Et c'est en 2006 qu'elle a posé sa première affiche qui était « Bienvenue à la Maison de Marthe ». Donc, depuis 2006, ça fait plus de 15 ans qu'on est plus orienté vers le support et l'aide aux femmes en sortie de prostitution. On répond à ces besoins essentiels. Souvent, ce sont besoins de nourriture, besoin d'aller chercher de l'aide financière, besoin au niveau de l'habillement, de trouver un bon logement. Alors, c'est ce genre d'accompagnement-là très spécifique qu'on fait auprès des femmes. On a aussi un soutien émotionnel qui est important, donc dans toutes les étapes de leur vie. Donc, ils peuvent toujours avoir une oreille attentive à tous les moments dans leur processus de rétablissement, mais aussi après qu'ils sont sortis de la prostitution. Nous, on les appelle les survivantes. Donc, des fois, on peut les suivre durant plusieurs années aussi. En majorité, nous, on reçoit des femmes adultes qui ont à peu près entre 25 et 45 ans. C'est à peu près la moyenne de notre clientèle. Parce qu'elles prennent conscience s'ils veulent avoir une famille, avoir un ami, un amoureux, s'ils veulent avoir une famille, s'ils veulent se réorienter professionnellement aussi. Alors, le nouveau projet qui commence à la Maison de Marthe, c'est un projet qui a commencé il y a 2 ans déjà, depuis 2019, le projet Avenue Prometteuse pour les femmes en sortie de prostitution. Et puis, il va y avoir un service d'hébergement qui commence à partir de janvier 2022, le 17 janvier précisément. Donc, ça va vraiment être un service d'hébergement pour les femmes qui souhaitent sortir de la prostitution et de l'industrie du sexe plus généralement, qui va être ouvert 24/24, 7 jours sur 7. Donc ici, je suis avec les intervenantes et puis l'agente de communication. Donc, est-ce que vous voulez dire un petit mot sur le travail qu'on fait ici avec les femmes? Bien, moi, je suis intervenante à la Maison de Marthe. En fait, ce qu'on fait ici, c'est qu'on aide, on accompagne les femmes au travers de différentes démarches, en externe pour le moment, éventuellement en hébergement. Et il va y avoir aussi des ateliers qui vont venir avec l'hébergement. Donc, moi, je vais aussi faire un peu partie des ateliers qui vont se donner avec les femmes, donc pour les aider. Donc, voilà. Mais l'hébergement, ça va pouvoir changer beaucoup de choses parce qu'en fait, tout ce qu'on constate depuis des années, c'est que quand on intervient auprès des femmes, on éteint beaucoup de feux. Entre autres, on est souvent en recherche de logement, en recherche d'hébergement spécifique pour elles parce qu'elles nomment qu'elles n'ont pas de place où elles peuvent être reçues en tant que telles pour parler de leurs problématiques puis les soutenir dans cette sortie de prostitution.
Donc, on avait déjà le service à l'externe pour ce suivi-là, mais on éteignait beaucoup de feux pour répondre aux besoins de base. Donc là, on s'est dit que si on répondait aux besoins de base, d'avoir un hébergement sécuritaire où elles peuvent manger et se déposer, on serait à même de passer à une autre étape pour les aider à se sortir de ce milieu-là. On a fait la visite un peu sur plusieurs étages. Vous avez rencontré les intervenantes, eu quelques explications par rapport à leur travail. Donc voilà, bienvenue à la maison de Marthe. Je ne connais pas votre première impression, mais personnellement, j'ai beaucoup aimé découvrir l'équipe qui y œuvre et qui accomplit, bien souvent dans l'ombre, des petits miracles. Nous sommes heureux de retrouver notre chroniqueuse Ariane Blais-Lacombe. Elle est avec nous pour une deuxième année consécutive. Bonjour Ariane. Allô Geneviève. C'est vraiment une joie de te retrouver encore cet automne. Ben oui, plaisir partagé. Alors aujourd'hui, tu nous proposes, comme toujours, des sujets surprenants, mais tu as une idée vraiment pas à la mode. Tu nous dis que c'est une bonne chose de vivre des périodes difficiles. Oui, effectivement, je pense que vivre des périodes difficiles, c'est une bonne chose pour les humains, que ça peut être très enrichissant. Pourtant, on a quand même le réflexe, là, quand on vit des moments difficiles, de vouloir fuir ou éviter les difficultés, alors qu'au contraire, ce que Jésus nous invite à faire, c'est de prendre notre croix et de le suivre. Bien, mettons qu'on s'imaginait dans un monde fictif où on pouvait complètement éviter les moments difficiles. Je pense que c'est pas un choix qu'on devrait faire parce que je pense qu'on n'en ressortirait pas nécessairement plus heureux. Parce que les humains, on a quand même une tendance à en vouloir toujours plus. On est un peu avare de nature. Puis quand ça va toujours bien, puis qu'on surfe, puis qu'on est confortable dans une situation, on a tendance à s'emballer. Des fois, on peut devenir un peu orgueilleux si on est dans une situation, par exemple, professionnellement, on monte les échelons, on peut devenir plus exigeant avec nos collègues, plus dur, ou encore si financièrement ça va bien, on s'installe dans notre confort, on veut accéder à d'autres choses, une maison plus grande, une deuxième auto, tout ça. Puis, je pense que c'est pas bon pour nous d'être dans cet esprit-là, d'en vouloir toujours plus. Vivre des moments difficiles, ça nous permet de retrouver l'essentiel, autant dans les biens matériels que des fois dans nos relations humaines, que dans notre quiétude d'esprit. Donc, vivre des moments difficiles, ça nous ramène quand même à une certaine humilité, puis ça nous oblige à réduire un peu. Puis ça, je pense que c'est une bonne chose de limiter notre volonté d'en vouloir toujours plus. Puis des fois, ça prend des moments difficiles pour avoir ce réflexe-là. Une autre chose que les moments difficiles, ça nous amène, c'est quand même de l'empathie pour les gens autour de nous qui vivent des moments difficiles. Parce que si pour nous, ça va toujours bien, puis qu'on voit les gens autour de nous qui vivent des moments difficiles, bien, c'est vraiment tentant de se dire, bien, moi, tout va bien, moi, j'y arrive. Comment ça est-ce qu'eux ont des problèmes? T'sais, cette personne-là, si elle est alcoolique, c'est probablement parce qu'elle est faible, parce qu'elle n'a pas de volonté pour s'en sortir, ou même chose avec des difficultés financières. C'est juste parce qu'elle est dépensière, ou par rapport à nos enfants aussi, des fois, s'ils font des choix qu'on n'approuve pas nécessairement, on voit ça, on va se dire, ah ben c'est juste parce qu'elle a mal éduqué ses enfants, tout ça. Alors que quand on vit nous-mêmes des difficultés, des fois, on se rend compte que les choses qui m'arrivent, c'est pas ma faute, tu sais, c'est pas parce qu'on vit des moments difficiles qu'on a couru après ou qu'on a une faiblesse de caractère ou qu'on a mal agi. Des fois, il y a des choses qui sont vraiment hors de notre ressort qui nous arrivent, puis le fait d'avoir ces réflexions-là par rapport à nous-mêmes, ça nous permet aussi de les voir par rapport aux autres. Puis on sait que les moments difficiles comme ça, quand ça ne vient pas de nous, des fois, on vit des moments difficiles vraiment qui sont des conséquences de nos actions. De nos choix. De nos choix. Puis ça va être quand même frustrant. Puis des fois, ça va être triste, tout ça. Il y a plein de choses qui ne dépendent pas de nous. Je pense à un deuil, une mise à pied, une éviction, tout ça. C'est autant d'événements qui peuvent faire chambouler la vie de quelqu'un. Puis dans ces moments-là, souvent, on va se dire... Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ça, c'est quelque chose qu'on dit, c'est un réflexe auquel on pense. Puis, dans beaucoup de cas, autant c'est pas de notre faute, c'est pas nécessairement la faute de nos proches ou de nos collègues ou des gens qui nous entourent, c'est pas plus la faute du bon Dieu. Oui, des fois, je pense que le Seigneur met sur notre chemin des défis pour nous amener justement à grandir. Des fois, il faut vraiment qu'on soit bousculé dans nos habitudes ou dans une situation confortable pour grandir. Pour se dépasser. Mais autant, il y a des fois, il y a des choses qui arrivent, là, c'est pas du ressort de personne, mais pour s'en sortir,
oui, il faut du travail de nous-mêmes. Oui, il faut aller chercher de l'aide. Puis je pense que la plus belle aide qu'on peut aller chercher, c'est celle de Dieu. C'est s'en remettre à la providence, s'en remettre à la prière. Puis souvent, c'est difficile de passer par-dessus notre tristesse, notre frustration, mais je pense que c'est vraiment notre meilleur appui dans les moments difficiles. Puis, il faut aussi savoir que, bien, on prie, puis Dieu répond à toutes nos prières, même s'il ne répond pas de la manière que nous, on souhaite. Fait que des fois, pas de dire « j'aimerais que telle chose arrive, j'aimerais pouvoir me sortir de cette situation de telle manière », mais vraiment de s'en remettre à la volonté de Dieu, puis de se dire que le Seigneur, il nous voit, il voit tout ce qui se passe, puis il y a une solution. Puis c'est pas nécessairement la solution à laquelle nous, on pense, mais il y en a une, puis ça va aller en s'améliorant. Merci, Ariane. Ce que tu nous dis, ça me fait penser à la dernière parole de Jésus dans l'Évangile de Saint Matthieu. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Il est avec nous dans ces moments-là d'épreuve, des moments qui nous demandent de la confiance, l'abandon, mais il est là, il marche à nos côtés. Merci, exactement, Ariane. Ça fait du bien de le savoir. Oui, à bientôt. Assurément, vous serez étonnés de découvrir aux côtés du cardinal Lacroix, M. Pierre Jobin, dans notre prochain reportage. Fort connu dans la région de Québec grâce à son poste de chef d'antenne à TVA, M. Jobin est un complice de longue date lors de l'événement bénéfice à la table du cardinal qui se tient chaque année au mois de mai. Cet événement mobilise le milieu corporatif pour aider concrètement des dizaines d'organismes comme la Maison de Marthe et le Piolet. Suivons-les du côté de Loretteville pour rencontrer des jeunes qui ont sauté à pieds joints dans une formation dans le milieu de la restauration. Cardinal, on est sur la rue Racine à Loretteville, devant ce qu'on pense être un restaurant. Il y a même un menu ici, là. Et oui, c'est le Piolet, une des œuvres que nous soutenons avec la table du cardinal. C'est un resto-école. Bien, on va aller voir ça, ça vaut la peine. Oui. Pierre, il me fait plaisir de vous présenter ici deux personnes super importantes au Piolet. Une des nombreuses œuvres avec la table du cardinal nous soutenons, David, le directeur du Piolet, et une des intervenantes, Audrey-Anne. Et là, on dirait qu'on est dans un bar à la ville ou qu'on est dans un restaurant. C'est quoi la mission du Piolet? C'est quoi exactement? En fait, la mission du Piolet, c'est d'accompagner les jeunes adultes qui éprouvent des difficultés sociales, professionnelles, à intégrer la société, le marché du travail. Ici, on est au Resto École, qui accueille environ 35 jeunes par année. On a aussi des hébergements, 22 logements au-dessus de nos têtes et un local communautaire qu'on appelle, nous, notre maison des jeunes adultes. Audrey-Anne, c'est quoi l'accompagnement, justement, pour les aider à réintégrer la société, à se refaire une vie un peu normale? Les accompagner, c'est presque comme une famille ici, en quelque sorte? Oui, exactement. On a une petite équipe de jeunes qui veulent vraiment beaucoup, qui sont motivés, puis écoute, ils font une formation en cuisine pour se réintégrer, pour avoir des projets de vie aussi. C'est toutes sortes de projets dans lesquels on peut les accompagner, autant personnels, professionnels, sociaux. Ils ont toutes sortes de, je dirais pas problématiques, mais des difficultés. Un petit step avant de se rendre sur le marché du travail. Il leur manque une petite affaire. Et nous, on est là pour les aider là-dedans. Je suis aussi conseillère en emploi, fait qu'après la formation, on les kick pas en dehors, puis on dit bonne chance. Là. On les aide à se trouver un emploi avec nos nombreux partenaires. Puis avec ça, ben, ils sont capables de se réintégrer d'une belle façon puis d'une saine façon sur le marché du travail. Alors, nous sommes avec Sally et William qui sont ici au Piolet en formation. Sally, tu es au terme de ton temps de cheminement. Je dirais que le Piolet, depuis que je suis arrivée, là, ça m'a... J'ai développé ma confiance en moi en cuisine, beaucoup. Mais de manière générale aussi, je me suis rendu compte des capacités que j'avais. J'ai appris beaucoup à me gérer, à contrôler mes émotions, parce que c'était beaucoup ça qui était difficile. Puis les intervenants, puis les chefs, ils m'ont beaucoup apporté depuis que je suis arrivée, vraiment. Je m'implique dans l'œuvre du Piolet, vous savez. Fondamentalement, pour moi, je crois beaucoup que les gens ont le droit à une deuxième chance dans leur vie. Et c'est exactement ce que le Piolet fait avec nos jeunes adultes. On leur donne une deuxième chance. Des fois, ça prend juste une petite étincelle pour repartir ta vie, puis c'est ce que le Piolet fait. Le don de la table du cardinal est important pour un organisme comme le Piolet. Sans nos généreux donateurs, on ne pourrait pas livrer notre mission. On ne pourrait pas aider des jeunes à reprendre leur vie en main. Merci à la table du cardinal. Merci, M. Cyprien Lacroix, de votre grande générosité qui nous permet à nous de redonner à ces jeunes. Merci.
C'est un local où est-ce qu'on peut venir socialiser, on peut venir manger une bouchée, donc on peut se faire à manger aussi, il y a toutes les installations pour pouvoir se faire à manger. Il y a des jeux, beaucoup d'instruments de musique, on a beaucoup de musiciens ici. On fait aussi des activités à l'extérieur, donc autant quand il fait beau, là, on va aller faire de la randonnée. Il y a le beau sentier linéaire qui est juste à 2 pas ici, là, avec les chutes Kabir-Kouba. On a commencé aussi des activités de pêche au bassin Louise, donc l'idée c'est vraiment là, de socialiser en s'amusant, de se créer un réseau de pairs, puis de sortir de l'isolement. William, toi, tu es ici aussi en formation. Qu'est-ce que le Piolet t'apporte? C'est comme une grosse famille, là. On est tous rassemblés, on se parle tous, on rit tous ensemble, puis tout. Puis j'ai appris plein de nouvelles techniques en cuisine. Avant, je savais même pas cuisiner pantoute, je faisais tout brûler. Puis à cette heure, je fais plein d'affaires, des fish and chips, de la friture, des coupes d'oignons, des coupes de légumes, plein d'affaires. Les chefs sont vraiment gentils, je m'entends bien avec tout le monde, puis ouais, ça augmente la confiance en soi. Là. Pourquoi je m'implique dans l'œuvre du Piolet? Bien, en fait, j'ai appris à connaître l'œuvre du Piolet au cours des années. J'ai apprécié énormément le travail que le Piolet fait. Je pense que c'est un organisme sérieux, des gens compétents, et qui se dévoue en fait à une communauté, à des jeunes qui sont en difficulté. Alors ça m'a beaucoup sensibilisé. Parce que vous savez, dans la vie, en fait, l'avenir est entre les mains de nos jeunes. Je tiens à remercier le comité qui ont décidé de faire des dons, qui continuent à le faire, et tous les donateurs de la Table du Cardinal. Alors c'est toute une chaîne qui est super importante, qui permet à l'œuvre du Piolet de faire la différence. Et je voudrais remercier tous les donateurs qui contribuent à la Table du Cardinal. Depuis plusieurs années, le Piolet reçoit de la table et ces dons généreux-là nous permettent de poursuivre notre mission auprès des jeunes adultes. Donc, merci à la Table du Cardinal et merci, Monsieur le Cardinal. Je tiens aussi à remercier tous les grands donateurs, les bons donateurs pour le Piolet. Nos jeunes, là, ils ne s'en rendent peut-être pas compte tout le temps qu'est-ce qu'il y a derrière cette grosse machine-là, mais quand on leur explique, ils sont tellement reconnaissants, ils sont fiers d'être ici, ils sont fiers de contribuer à la société pour plus tard. Bien, vous l'avez entendu, ce ne sont que 2 des nombreux jeunes qui profitent ici de l'accompagnement, la formation et cette expérience, qu'ils le disent eux-mêmes, hein, comme une famille du Piolet. Une des nombreuses œuvres que nous soutenons avec la Table du Cardinal. Merci beaucoup! Hey, vous êtes génial! Bravo! Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Merci d'avoir été avec nous. Dans notre prochaine émission, nous en découvrirons un peu plus sur la louange, celle qu'on adresse à Dieu, bien sûr. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.